heureuse de vous retrouver sur Afrique Média, votre chaîne panafricaine, pour cette nouvelle édition d'Info Afrique. Nous ouvrons d'ailleurs du côté du Mali, où le ministre de la Défense et des anciens combattants s'est entretenu avec le chef d'état-major des armées françaises. Le maintien de la sécurité dans le nord du pays est au menu des échanges, mais aussi la question de la gestion de Kidal. Le nord du Mali totalement sécurisé et stable, voilà à quoi aspirent Maliens et Français. Au cœur de la visite du chef d'état-major des armées françaises au Mali, le renforcement du dispositif sécuritaire dans cette partie du pays. Une nécessité au regard des récentes attaques terroristes survenues à Gao et à Tombouctou. Moi je vois plus les récents événements comme la preuve que nous savons encore les débusquer, plutôt que comme une forte résurgence. Nous restons évidemment prudents, très attentifs, mais nous continuons. L'amiral Édouard Guillot est au Mali après la visite du ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. C'était le 23 septembre 2013, visite au cours de laquelle il avait clairement rappelé l'attachement de la France à l'unité territoriale du Mali. Il n'y a pas de position française à l'égard de Kidal, ça n'existe pas. Il y a une position française à l'égard du Mali, dans laquelle il se trouve qu'il y a un certain nombre de villes, dont Kidal. Même point de vue exprimé par les patrons des armées françaises. Cependant, l'amiral Guillot reste peu explicite, disons ambigu, sur les agissements du mouvement national de libération de l'Azawad à Kidal. La France n'est ni pro ni anti-MNLA. Pourtant, les forces armées maliennes ne sont pas libres à Kidal. Les forces armées maliennes ont une certaine liberté à Kidal. Elles en ont beaucoup plus aujourd'hui qu'elles en avaient il y a un mois ou 2 mois. Mais on veut une liberté totale. Ah mais ça va venir doucement. Comme vous le savez, ce pays sort d'une période assez longue dans laquelle il n'y avait plus d'État malien dans le nord, en réalité. Qu'à cela ne tienne, le chef d'état-major général des armées salue cette visite de son homologue français. Une visite qui aura permis de convenir de certaines mesures de sécurité. Le chef d'état-major a profité de cette visite pour travailler avec nous ce qu'on va faire comme travail, comme mission au nord. C'est-à-dire les patrouilles mixtes avec les forces armées maliennes, les Serval et l'aménagement, pour contrôler surtout la zone de Gao. Outre le renforcement du dispositif de sécurité, la vigilance doit être de mise, car la guerre contre les terroristes est loin d'être gagnée. Rappelons également que le chef d'état-major des armées françaises a été élevé mercredi par le président malien à la dignité de grand officier de l'ordre national du Mali. Parlons à présent de la décentralisation et toujours au Mali, un processus qui se réalise dans le pays avec l'implication du ministère de l'administration territoriale ou alors celui de la décentralisation. La cohabitation entre les deux entités connaissent souvent des difficultés. Suite aux événements de mars 1991, le peuple malien avait besoin de profonds changements dans plusieurs domaines. Les pressions sociopolitiques et surtout administratives liées à la pauvreté ont donc amené le peuple à entreprendre des mesures pour y parvenir. La décentralisation en est une solution. Pendant longtemps, nous avons vécu dans un système de gestion qui était centralisé. Le constat a été fait qu'effectivement, surtout pour les services de base, la population n'était pas bien servie. Il est vrai que l'État central est un peu trop loin vraiment des populations pour pouvoir en tout cas satisfaire les besoins de base. Et pour lier l'acte à la parole, la conférence nationale qui avait réuni en son temps toutes les composantes de la société a permis de dégager des voies et moyens pour amorcer un développement basé sur la concertation. Pour moi, le seul passage obligé aujourd'hui dans le cadre du Mali et de l'Afrique d'une façon générale, pour sortir de toutes nos crises de développement, c'est une décentralisation immédiate et intégrale. Les CESCOM, les écoles communautaires, les points d'eau dans les villages souvent reculés, sont aujourd'hui les fruits de la décentralisation. Tout ce qui concerne les services en matière d'eau, de santé et d'hydraulique est fourni par les représentants élus des populations elles-mêmes. Ce qui a été réalisé au cours de cette décennie, en école, construction d'écoles, donc scolarisation des enfants, ensuite en santé, CESCOM, pendant les 10 ans, les collectivités ont réalisé
10 fois plus que ce que l'État a réalisé de 1960 à 2000. Ces différents processus de développement enclenchés par les communes se font en collaboration avec le service de tutelle qu'est le ministère de l'administration territoriale ou celui en charge de la décentralisation. Et les principaux problèmes que l'on rencontre fréquemment dans certaines communes sont entre autres la spoliation des terres, les litiges fonciers et les difficultés financières qui perturbent le fonctionnement de la commune. Et souvent, nous sommes saisis de certains dossiers concernant ces incompréhensions, ces conflits d'attribution. C'est le rôle de la tutelle d'aller au niveau des collectivités, de faire son contrôle de légalité et de dire, monsieur le maire, tel acte que vous avez pris, ou tel comportement que vous avez observé, ou telle décision ne cadre pas avec la légalité de notre pays. Sans ressources appropriées, la bonne marche de certains services communautaires va être très difficile. La loi dit que tout transfert de compétences doit être concomitant avec celui des ressources. Ce qui n'a jamais été le cas. Après l'occupation de notre territoire par des terroristes, le développement même au niveau de nos communes semble être menacé. Aujourd'hui, il faut aller sur de nouvelles bases, renforcer la décentralisation après la libération effective des 3 régions jadis occupées. La décentralisation, je crois que c'est le mode de gouvernance du pays qui a été choisi. Si ce mode de gouvernance effectivement satisfait les populations, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Je crois la capacité des Maliens de rebondir, d'avoir les ressorts nécessaires pour rebondir. Donc je pense que nous pouvons nous ressaisir. Le transfert des ressources qui doit accompagner la décentralisation doit être effectif parce qu'aujourd'hui, la décentralisation en a besoin. Notre développement tout court en a besoin. Et puis, Congo-Brazzaville à présent, là-bas, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire poursuit sa visite dans les différents établissements scolaires du pays. L'objectif étant de se rassurer de l'effectivité de la rentrée des classes 2013-2014. Véritable parcours du combattant que celui que vient d'effectuer le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation dans les départements de la Songa et de la Cuvette. Plus que déterminé à œuvrer en vue d'une année scolaire 2013-2014 réussie et apaisée, Elo Manson Mompouya a visité en premier lieu les établissements scolaires de Wesso dans le département de la Songa, puis ceux de Makwa, Doando et Doyo dans le département de la Cuvette. Ceux en vue de se rassurer de l'effectivité de la rentrée des classes. Dans les différents établissements visités par le ministre, le constat s'est avéré positif. Élèves et enseignants sont bien au rendez-vous. L'école a déjà pris sa vitesse de croisière. Les cours ont commencé et je suis très ravie de retrouver les enfants et de les encadrer. Il y a eu effectivement la rentrée scolaire. Les enfants sont réguliers. La preuve à ce jour, nous comptons déjà 240 élèves inscrits. Les élèves, eux, sont contents de renouer avec le chemin de l'école. Je suis contente de retrouver mes amis et de bien travailler à l'école. Au cours de cette ronde, Elo Manson Mompouya n'a pas manqué d'exhorter les élèves au travail assidu pour mériter leur passage en classe supérieure et leur diplôme d'État en fin d'année. Sortant de la ronde avec une note de satisfaction, le ministre a rassuré le corps enseignant de la prise en compte de leurs revendications par le gouvernement. Nous sommes heureux de constater que les élèves sont effectivement présents, de même que les enseignants, et que les cours ont effectivement démarré. Nous sommes dans le dialogue permanent en ce moment avec les partenaires sociaux. Et puis, il n'y a pas de raison que cette année connaisse une perturbation parce que les préoccupations des enseignants ont été prises en compte par le gouvernement. Les problèmes posés ont été résolus et d'autres sont en cours de résolution. Elo Manson Mompouya a également invité chaque enseignant à redoubler d'ardeur dans le travail afin d'assurer une éducation de qualité à tous les élèves du Congo, élite de demain. Avant de regagner Brazzaville, le ministre Elo Manson Mompouya a visité le lycée d'excellence Toyo en cours de construction.
Parlons à présent de la déforestation et de l'érosion qui menacent dangereusement le Congo, surtout une partie du pays. Selon le ministère de l'économie forestière et de l'environnement, la situation est plus que préoccupante. Le premier site prospecté par la délégation de la direction départementale de l'économie forestière de Brazzaville est celui du village Lisanga, chef-lieu du district de l'île Mbamo. Une île dont la forêt renferme plusieurs essences exploitables de bonne qualité. Mais cette forêt est aujourd'hui menacée de disparition à cause de la forte pression de l'homme. Après la guerre de 5 juin, nous avons vu les jeunes gens qui venaient avec les tronçonneuses, soit disons une série artisanale. Ils ont rentré dans la forêt. Je dis, ils ont tout détruit. Là, on ne trouve plus rien. Même le Nsang est disparu. Le Mokès est disparu, le Lemba est disparu. Même tableau au village Nzetemoko, deuxième site prospecté. Vous savez pourquoi il n'y a plus d'arbres ici là? Puisque dans le temps, il y avait les anciens chefs du village, ils avaient donné l'ordre aux non-compétents de RDC pour venir travailler leurs champs. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, maintenant c'est le désert. Il n'y a plus des arbres à cause de ça. Comme activité, avant c'était d'abord l'agriculture, après l'agriculture, maintenant c'est le charbon, le bois de chauffe. Voilà aujourd'hui, vous voyez maintenant la forêt de Nzetemoko, il n'y a plus des arbres. Face à cette situation, la direction départementale a décidé d'organiser dans les 10 villages que compte l'île une grande opération de planting d'arbres à l'occasion de la 27e journée nationale de l'arbre le 6 novembre prochain. Nous avons eu un site. Et nous avons eu un site entre Nzetemoko et le village Mbamba. Également, nous allons planter au niveau de l'école afin de montrer à nos enfants l'importance de l'arbre. Pour lutter contre l'érosion fluviale qui menace le district de l'île Mbamo, des bambous seront plantés tout le long des berges de cette île pittoresque. C'est la préoccupation de la directrice départementale de l'économie forestière de Brazzaville. Parlons maintenant de la démocratie et de la bonne gouvernance au Gabon. L'une des préoccupations fondamentales de la politique d'émergence du pays, ce sont les infrastructures ayant pour ambition de révolutionner le Gabon. 16 octobre 2009, 16 octobre 2013, voilà 4 ans que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, préside aux destinées de la République gabonaise. En jetant un regard rétrospectif, que dire de ces 4 ans de pouvoir sur le plan des infrastructures en général et de la route en particulier? En toute honnêteté, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En si peu de temps, le Gabon a fait un pas de géant en se dotant de routes fiables et viables en toute saison. Les Gabonais du Sud, par exemple, il y a quelques années, éprouvaient d'énormes difficultés pour se déplacer. Voyage aisément et confortablement de Libreville jusqu'à Mouila sur une route moderne. L'axe routier Ndendé-les-Bamba, autrefois véritable parcours du combattant, procure du plaisir aux voyageurs d'y circuler en quelques minutes. S'agissant du chantier Tshibanga-Mayumba, les travaux sont suffisamment avancés et l'espoir est de mise. Pour emprunter le slogan d'une entreprise BTP de la place, on peut affirmer que la route avance. Ce ne sont pas les habitants de l'axe routier Akeni au Konja qui nous démentiront. Dans la province de Lugwe-Ivindo, le tronçon Lalara au vent, les travaux vont bon train. La conjugaison des hommes, des machines et des matériaux opère des miracles dont les résultats suscitent admiration et satisfaction. Dans quelques mois, démarrent les travaux de la construction de la voie de communication Port-Gentil-Omboué, un chantier de grande envergure qui nécessitera de grands moyens financiers, humains et mécaniques. Parmi les infrastructures qui ont pour ambition de révolutionner le Gabon, il y a lieu de mentionner la fibre optique. Le souhait de tous les Gabonais est de voir tous les secteurs faisant partie des 3 piliers de la politique de l'émergence, à savoir Gabon Industrie, Gabon Vert et Gabon des services, connaître une réussite éclatante comparable à celle que l'on note dans le domaine des infrastructures.
Parlons à présent de la suite du programme de réhabilitation des voiries publiques, toujours au Gabon. Il y a de cela 2 ans qu'elles ont été initiées par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Circulation des véhicules alternés, passage strictement signalé et discipliné par des blocs de béton. La vallée Sainte-Marie, à hauteur de l'institution scolaire catholique Immaculée Conception, est une zone de chantier. La société Sokoba et DTPL procède ici au remplacement d'une buse métallique effondrée par un double dallo en béton. Ces travaux rentrent dans le cadre du vaste programme de réhabilitation des voiries urbaines, mais aussi de venir en appui au grand projet d'ouverture des bassins versants de Libreville pour le bien-être des populations. Ici, nous sommes en train de réaliser un ouvrage hydraulique, donc un double dallo de section 2 mètres par 2 mètres en 2 fois, et que nous remplaçons par des buses de 1000 qui se sont effondrées. Les travaux avancent normalement, mais sauf que nous sommes embêtés par les pluies. Cette section de buse est sur le tracé du bassin versant qui passe par cette section. Cet ouvrage va permettre de pouvoir régler les problèmes d'assainissement que nous connaissons dans la zone. Depuis un moment, toute la zone du camp de police s'inonde et nous pensons terminer ces travaux en décembre, plus tard en décembre. Engins et techniciens s'affairent donc au quotidien pour livrer l'ouvrage dans les délais. Le ministère de la Promotion des Investissements veille sur la qualité des travaux. Le programme de réhabilitation des voiries urbaines se poursuit normalement à Libreville. Il avait été initié il y a 2 ans par le chef de l'État. En Union des Comores, le vice-président en charge de la santé a effectué le week-end dernier une visite de travail, le but étant de constater les réalités hospitalières de l'île, mais aussi de remettre un lot d'équipements permettant aux personnes soignantes de mener à bien leur mission. Cette visite de travail du vice-président Fouad Madji dans le centre hospitalier de Fomboni-Moïli avait, entre autres missions, constaté de visu les difficultés auxquelles se trouvent confrontés les différents services de cette institution. Plusieurs doléances ont été présentées et prises en considération par le vice-président. Fouad Madji a fait état des dons dont bénéficient les districts. Il a appelé les responsables des hôpitaux à veiller au grain. Auparavant, le vice-président en charge de la santé a visité le district sanitaire de Djandro et Numashua et a fait don des lots d'équipements. Ce lot de matériel va permettre au district sanitaire de l'île Moélie de mener à bien leur travail. Émanant de l'Organisation mondiale de la santé OMS, ces médicaments et matériels visent à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. Et puis, cérémonie de remise de certificats aux lauréats des examens nationaux de l'année 2013-2014 en Union des Comores. Des certificats remis par l'association Art Vision, également remis aux participants à la formation continue de la langue anglaise, un projet soutenu par la communauté anglaise des États-Unis. Cette initiative a été saluée par l'assistance. L'association Light Vision a organisé cette cérémonie pour encourager les récipiendaires de la localité aux examens nationaux. C'est aussi une occasion d'inciter les autres à emboîter le pas. Au cours de cette rencontre à laquelle le maire et la commissaire à l'éducation pris part, a été une opportunité de louer les mérites de jeunes qui apprennent la langue de Shakespeare, un projet soutenu par la communauté américaine résidant aux Comores et les écoles qui œuvrent pour la promotion de cette langue. Je remercie beaucoup cette association qui a organisé cette magnifique fête. Donc, c'est un certificat de mérite. Bien sûr, je l'ai mérité parce que j'ai eu mon bac cette année, bachelière 2013. Et tout ce que je peux dire, c'est juste que je suis contente d'avoir mon bac. Et j'espère que les autres vont faire leurs efforts pour en arriver là.
Ils étaient nombreux à se voir remettre des certificats de mérite au terme des examens nationaux de l'année 2012-2013. La cérémonie a été marquée aussi par un marché organisé par les autorités compétentes. Ceux qui se sont rendus se sont exprimés en anglais. Tabaski, on en reparle. La communauté musulmane du monde a fêté dans l'Aïd el-Kébir le 15 octobre dernier. Au Cameroun, nous nous sommes rendus à l'ouest du pays, précisément à Bouda. Et voici ce que nous avons ramené. L'esplanade de la sous-préfecture de Bouda à l'ouest du Cameroun a servi de cadre hier à la grande prière marquant la fin du jeûne de Ramadan. La fête de la Tabaski, représentant la fête du sacrifice, ce grand jour sacré pour les fidèles musulmans, s'est bien déroulé à Bouda. C'est l'imam de la mosquée centrale Rifoum Mahmouda qui a présidé cette cérémonie en présence des autorités administratives, venues vivre en direct le sacrifice du mouton, qui est un principe majeur du Saint-Coran. Il a prié que Dieu accorde aux fidèles musulmans de Bouda la paix sociale, la prospérité et la fraternité. Le médecin-chef de l'hôpital de district de Bouda a exhorté ses frères à fêter dans la piété. En signe de commémoration du geste de soumission absolue d'Abraham et de son fils Ismaël à Dieu, un mouton a été immolé à la place de prière par l'imam de la mosquée centrale de Bouda, donnant ainsi le coup d'envoi de l'acte de sacrifice du mouton, ce rituel consacré par le prophète Mohammed à tous les musulmans. Cette fête du mouton s'est bien achevée à Bouda par des réjouissances populaires dans les quartiers. Et puis alors que les fidèles musulmans du monde entier ont donc célébré cette fête du mouton, plusieurs personnes s'interrogent encore sur le fondement et la symbolique de cette fête. La fête du mouton ou fête de la Tabaski se célèbre chaque année 70 jours après le Ramadan. Recommandation divine, la Tabaski donne l'occasion aux fidèles musulmans de commémorer l'acte de foi qui a conduit Abraham à donner son fils unique Ismaël en sacrifice. D'abord, c'est le rite du prophète Abraham. Abraham, qui est le père des monothéistes, comme vous le savez. Et Abraham avait initié ce sacrifice à la Mecque quand il avait voulu sacrifier son fils Ismaël à l'époque, et que Dieu a voulu que ce soit plutôt une bête au lieu d'une personne, et que c'est resté une tradition prophétique qui était confirmée par le prophète Mohammed sallallahu. Et ça, c'est le premier visé. En deuxième lieu, c'est de rendre une fête à tout le monde, et surtout à la famille, aux amis, à l'entourage, aux voisins, et rendre tout le monde heureux. Outre la prière en ce jour de Tabaski, il est recommandé d'immoler une bête qui ne souffre d'aucune infirmité. Bien que le bélier soit en conformité avec l'histoire d'Abraham, il est cependant permis de recourir selon les moyens du croyant à l'usage d'une autre bête. Et selon l'ordre défini par l'islam, on peut immoler une brebis, une chèvre, un bœuf, un chameau ou un coq. De la viande qu'on va distribuer aux membres de la communauté et en garder pour un festin auquel on convie famille, amis et voisins. En effet, en ce jour de fête, la porte reste ouverte pour tout le monde. Car au-delà de l'acte sacrificiel, la Tabaski, c'est aussi le témoignage de l'amour, par l'entraide, le respect mutuel et le partage. La première promotion du brevet spécial numéro 1 du Centre de perfectionnement aux techniciens de maintien de l'ordre d'Hawaï est arrivée en fin de stage après 2 mois d'apprentissage. Les 33 sous-officiers ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie solennelle qui s'est tenue le 11 octobre dernier. 340 heures d'instruction réparties sur 2 mois auront suffi pour inculquer à ces sous-officiers des notions théoriques et pratiques d'intervention professionnelle. À l'occasion de leur remise de diplôme, les 33 éléments inscrits au Centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre CPT Moudawai pour la première promotion du brevet spécial numéro 1 ont été honorés de la présence du général de brigade, le directeur du centre de formation EIFORCE, qui a présidé au nom du ministre délégué à la Défense. Cette sortie solennelle, c'était le vendredi 11 octobre. Il s'agit de lutter d'abord contre le grand banditisme. Le grand banditisme, je le disais tout à l'heure, un individu qui vous pointe l'arme, vous devez le désarmer, vous devez le neutraliser. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas n'importe qui peut assurer cette mission.
Technique complexe de self-défense, tir sous pression cardiaque, mais aussi renforcement musculaire, connaissance militaire générale, voilà quelques-uns des modules inscrits dans le programme de cette formation dont la spécificité reste les techniques de surveillance et de filature. Le lieutenant-colonel Kouamala Valère, responsable du CPTMO, est satisfait. Ce stage est une véritable plus-value pour ses sous-officiers. Nous sommes là pour maintenir le bon ordre public et c'est ce qui fait fonctionner l'État. La sécurité des citoyens, la sécurité de leurs biens, les bonnes choses aux bonnes places. En fait, les enseignements que nous leur avons donnés leur permettent aujourd'hui de débloquer les situations de crise. Avec une moyenne de 16,33, le maréchal de logis Bibongo français se hisse à la première place. Les principaux objectifs du stage étaient de former des sous-officiers capables de seconder l'officier en termes de commandement dans les unités de sécurité intérieure. On peut nous confier 10 types, nous donner une mission de protection d'autres personnalités dans un domaine, dans une région du pays. Je conçois la mission, je confie les rôles à chaque élément et puis nous rentrons avec mission accomplie. Les instructeurs qui se recrutent dans les rangs de la police et de la gendarmerie ont émis le vœu de retrouver ces sous-officiers pour l'étape supérieure, le brevet spécial numéro 2. Et nous sommes arrivés au terme de cette édition d'Info Afrique. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Passez un agréable moment en compagnie de nos programmes sur Afrique Média.